Chers amis internautes, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. 83 sur 83, c'est à l'unanimité que les députés de la 8e législature ont voté la loi d'amnistie qui, une fois promulguée, va effacer les crimes, délits et contraventions reprochés aux personnes impliquées dans les violences liées aux élections législatives d'avril 2019. Cette législation résulte des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou en vue d'une décrispation de la tension sociopolitique au Bénin. Préoccupé par le déficit d'instituteurs dans les enseignements maternels et primaires, le Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire du mercredi 30 octobre 2019 s'est penché sur la question. À l'issue de ce conclave gouvernemental de haute portée, il a été décidé le recrutement de 10 686 instituteurs pour pallier l'insuffisance des instituteurs dans les écoles. Plus de précisions dans un instant, ainsi que la quintessence des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. ESAE Football Club bouleverse la hiérarchie sur le continent. Le club béninois de Clément Adéoti Adéchian a réalisé un grand coup ce mercredi 30 octobre au tour de cadrage allé de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les poulains de Richard Biot ont battu au stade Lat Dior de Thiès Génération Foot du Sénégal sur le score étriqué de 1-0. Les universitaires ont opposé une belle résistance aux champions du Sénégal en titre. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les personnes impliquées dans les violences pré- et post-électorales des mois d'avril, de mai et de juin 2019 vont recouvrer dans les jours à venir leur liberté. Et pour cause, la plénière ouverte ce jeudi 31 octobre au Palais des gouverneurs de Porto Novo par le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou a effectué un vote à l'unanimité des députés présents et représentés de cette loi d'amnistie au profit des personnes arrêtées, détenus, poursuivis ou encore recherchés dans le cadre des violences et autres actes de vandalisme perpétrés lors des dernières élections législatives de 2019. 83 sur 83, c'est à l'unanimité que les députés ont voté cette législation de 3 articles qui, une fois promulgués, va effacer les crimes, les délits et contraventions reprochés aux personnes impliquées dans les violences liées aux élections législatives d'avril 2019. Cette proposition de loi votée résulte des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Après ce vote, les députés ont entamé l'étude de la proposition de loi portant révision de la Constitution à travers sa prise en considération à l'unanimité des députés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur ESAE Télévision. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 30 octobre 2019 sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental de haute portée, plusieurs décisions à fort impact ont été prises. Ainsi, il a été pris des mesures d'urgence pour la gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et au primaire, avec à l'actif le recrutement de 10 686 instituteurs pour pallier l'insuffisance
compétences des instituteurs dans les écoles. Par ailleurs, il a été fait au Conseil le compte rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Je vous invite à suivre Alain Orunla, ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil a-t-il autorisé le recrutement par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, d'un nombre équivalent d'enseignants suppléants au profit du ministère des enseignements maternels et primaires? Ceux-ci proviendront par ordre de mérite de la base de données des aspirants au métier d'enseignant constituée des candidats ayant subi avec succès en 2018 l'évaluation des compétences des titulaires d'un diplôme de l'École normale des instituteurs et de ceux issus de l'évaluation en 2019 des postulants titulaires de diplômes académiques. Compte rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Il a été procédé au lancement pour le compte de l'année 2019 du recrutement de 80 auditeurs de justice. Au total, 1850 candidats, dont 77 professionnels, greffiers et officiers de justice, ont pris part au concours les 5 et 6 octobre 2019. À la suite de la délibération le 28 octobre 2019, il s'est observé que sur les 72 places destinées aux non-professionnels, seuls 11 candidats remplissent les conditions d'admission. S'agissant des professionnels, sur 8 places disponibles, soit 10% de l'effectif, un seul candidat est déclaré admis. Le nombre total d'admis est donc de 12 pour les 80 places mises au concours. Le Conseil s'est préoccupé de cette situation peu reluisante et saisit l'occasion pour réaffirmer aux postulants aux différents emplois publics que seul le mérite restera toujours le critère de choix des meilleurs candidats. Il saisit l'occasion pour les exhorter à mieux se préparer aux fins d'affronter avec plus de chances de réussir les prochains concours et ou tests de recrutement dans la fonction publique. La transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention de crédit signée entre la République du Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement du projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SB2E PDR, les prix des produits pétroliers au titre du mois de novembre 2019 et 2 nominations, l'une au ministère de l'Énergie avec un nouveau directeur général à la Société béninoise d'énergie électrique et l'autre au ministère des Infrastructures et des Transports avec un nouveau directeur général au Conseil national des chargeurs du Bénin, était également au cœur du Conseil des ministres de cette semaine. Je vous invite à suivre pour plus de détails de précision le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention de crédit signée entre la République du Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement du projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SB2E PDR. Cette extension du réseau et sa densification concernent 15 communes des départements de l'Alibori, de l'Atlantique, des Collines, de la Donga, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Les travaux consisteront en des raccordements au nouveau réseau ainsi qu'en la pose de 30 000 compteurs à prépaiement pour les nouveaux abonnés, de même que la reprise des abonnés existants. À terme, le projet permettra de augmenter le taux d'accès à l'électricité et réduire les disparités d'accès entre zones urbaines et rurales. Améliorer la qualité des services électriques au profit des abonnés actuels et futurs de la SB2E grâce à une meilleure fiabilité du réseau. Relever les capacités de gestion du réseau et résorber les pertes pour contribuer au renforcement de la situation financière de la SB2E. Prix des produits pétroliers au titre du mois de novembre
2019. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois de novembre 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 535 francs le litre. Pétrole, 560 francs le litre. Gasoil, 560 francs le litre. Mélange, 615 francs le litre. Gaz domestique, 505 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 36e conférence ministérielle de la francophonie CMF à Monaco, Principauté de Monaco, les 30 et 31 octobre 2019. À la 2e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale ASI à Greater Noida en Inde du 30 octobre au 2 novembre 2019. À la 25e conférence des parties COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Santiago au Chili du 2 au 13 décembre 2019. Mesures individuelles. Les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Énergie, M. Jacques Paradis est nommé directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Cette nomination fait suite à l'approbation par le conseil d'administration de la dite société de la proposition soumise par la société Manitoba Hydro International Limited, adjudicataire désigné au terme de l'appel d'offres international lancé dans le cadre du contrat de gestion conformément aux réformes en cours dans le secteur. Au ministère des Infrastructures et des Transports, sur proposition du ministre, directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, Madame Alimatou Badaro. La proposition de loi portant révision de la loi fondamentale du Bénin, initiée par le député Augustin Envoyé-Blas, est consécutive au dialogue politique initié par le président Patrice Talon pour décrisper le climat sociopolitique vicié par les violences électorales et post-électorales des mois d'avril, de mai et de juin 2019. Une initiative qui relance le débat sur l'intérêt et l'opportunité de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour Fred Adriano Kouenou, il ne s'agit pas d'une révision de la Constitution, mais plutôt d'un amendement à la Constitution béninoise. Selon son argumentaire, les deux grandes démocraties que nous prenons pour exemple à chaque moment, à savoir la France et les États-Unis, ont eu à effectuer plus de 20 fois des amendements constitutionnels afin de réadapter leurs lois fondamentales aux réalités et exigences du moment. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre Fred Adriano Kouenou. Il est acteur politique, membre influent du parti politique Force Cori pour le développement du Bénin FCDB et consultant en politique publique. Merci beaucoup, M. Achero. Voyez-vous ce que nous appelons révision de la Constitution dans notre pays et qui est dirigée par un certain nombre de personnes intellectuelles et acteurs politiques comme un crime capital, peut être appelé sous d'autres amendements. Lorsque je me réfère à la plus grande démocratie, et celle que nous adulons tous, qui est la démocratie américaine, qui est la démocratie la plus importante de l'ère moderne, la Constitution américaine, qui date de 1787, a déjà connu à la date d'aujourd'hui 27 amendements. Et chaque amendement consiste à la modification ou à la rédaction d'un certain nombre d'articles pour compléter la Constitution. Je voudrais vous rappeler que le premier amendement apporté à la Constitution des États-Unis d'Amérique date du 27 septembre 1789. Autrement dit, juste 2 ans après la rédaction de la Constitution américaine, les pères fondateurs ont compris qu'il fallait compléter des choses. Et le 5e amendement, qui fait de la démocratie américaine l'une des plus vivaces, qui donne la possibilité à l'individu de s'opposer même à l'exécutif, au système judiciaire,
date du 22 mars 1972. Autrement dit, avant 1972, vous ne pourrez pas évoquer le 5e amendement de la Constitution américaine pour vous protéger de la puissance judiciaire ou de la puissance exécutive. Cela sous-entend que la Constitution est quelque chose qui évolue dans le temps et dans l'espace en tenant compte des réalités des peuples, des réalités des pays. Voyez-vous, la génération à laquelle j'appartiens, cette génération qui aujourd'hui a moins de 40 ans, est ce qu'on peut appeler la génération Facebook, la génération WhatsApp, la génération Twitter, la génération Snapchat. Et figurez-vous que il y a de cela 20 ans, il n'y avait pas ces outils de communication et d'information. Nous avons dû tous nous adapter aujourd'hui à ces outils de communication et d'information. Mais pourquoi refusons-nous d'adapter la codification de notre vivre ensemble, c'est-à-dire notre constitution, à l'évolution de la société et du monde? La question de la révision de la Constitution qui agite aujourd'hui les débats dans l'opinion publique est une question qui découle du dialogue politique national. Je voudrais vous rappeler que, en tant qu'acteur politique, membre d'une formation politique régulièrement constituée, j'ai participé au dialogue politique. Mais nous étions au dialogue non seulement pour trouver des solutions consensuelles à ce qui nous a conduit dans ce qu'on peut appeler la crise électorale, qui a vu l'incapacité de certains partis politiques à pouvoir participer aux joutes électorales, notamment les législatives d'avril 2019. Nous avons décidé ensemble de manière consensuelle de toiletter la charte des partis politiques et le code électoral. Mais c'était pas la même occasion. La première fois depuis l'ère du renouveau démocratique que les acteurs politiques de toutes tendances confondues se retrouvaient dans une même salle ensemble pour ébaucher ou explorer les pistes possibles pour conduire un peu notre pays et notre peuple vers le progrès. Et nous avons senti le besoin d'ouvrir aussi la porte de l'avenir. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui plombe le développement de notre pays encore à l'heure actuelle? Nous avons noté qu'il y avait deux faits essentiels, la pauvreté et les inégalités sociales. Restons avec Fred Adriano Kwenou. Lors de son argumentaire, il a également exposé les raisons motives de la nécessité de cette modification constitutionnelle. Il s'est attardé sur la pertinence de la réforme liée à l'institutionnalisation en République du Bénin d'organiser des élections générales afin de mieux se concentrer sur les questions de développement plutôt que d'être pris en otage constamment par les exigences politiques de la compétition politique. Je vous invite à suivre à nouveau Fred Adriano Kwenou au micro de nos reporters. Aujourd'hui, tout le monde parle du social. Mais le social lui-même est tributaire d'une augmentation de la richesse nationale. Comment peut-on augmenter la richesse nationale si on ne produit pas? Et dans le cas d'espèce dans notre pays, regardez par exemple, sur un quinquennat, c'est-à-dire sur 5 ans, nous faisons 3 élections la plupart du temps. Élections présidentielles, élections législatives et élections communales. Le montant minimum dépensé par notre État dans chaque élection est d'environ de 20 milliards de francs CFA. Nous nous sommes dit, mais que pouvons-nous faire pour réduire le coût des élections? Et on en parlait depuis le premier quinquennat du président Boni Yayi. On parlait déjà de la cherté des élections en République du Bénin. Non seulement, mais aussi parce que nous n'avons pas le temps de mettre notre peuple au travail. Si nous passons sur un quinquennat 5 années à préparer les élections et à faire des élections, quand est-ce qu'on a le temps de mettre le peuple au travail, de mettre les jeunes de ma génération au travail? Aujourd'hui, par exemple, l'État envoie les jeunes à l'université et pour se donner du répit, leur donne des bourses de secours. Après 4 années d'études, ils se rendent compte que le monde du travail ne les a pas prévus.
Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que la souveraineté rime-t-elle à continuer de tendre la main aux autres pour financer notre système éducatif ou pour créer des opportunités d'emploi à nos jeunes? Est-ce que nous ne pourrons pas économiser, ne serait-ce que sur nos élections, pour constituer des ressources capables d'investir dans des secteurs qui vont produire de la valeur ajoutée? Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait généraliser les élections et créer une année électorale qui vise à réduire le coût des élections et à mettre ensuite notre population au travail. Mais pour le faire, il était quand même nécessaire qu'on puisse réajuster soit le mandat des députés sur le mandat présidentiel et le mandat des maires et des élus communaux qui est de 5 ans. On ne peut pas le faire sans apporter un amendement à l'article 80 de notre Constitution qui dit que les députés sont élus pour un mandat de 4 ans et qu'ils ont un mandat impératif. Voyez-vous? Le second aspect, c'est que nous avions pensé à l'égalité homme-femme. Dans notre Constitution, à son article 26, dit que hommes et femmes sont égaux devant la loi et que nous sommes constitués, la nation est constituée à part entière d'hommes et femmes à part égale. Mais regardez par exemple, dans la faisabilité, dans la pratique quotidienne, on se rend compte que ce n'est pas ça qui est dans la réalité quotidienne. Comment faire pour qu'il y ait plus de représentativité des femmes dans nos institutions, que ce soit à l'Assemblée, dans nos conseils municipaux et communaux, et même au sein d'organisations internationales ou au sein du gouvernement de notre pays? Il nous faut créer forcément une discrimination positive et l'inscrire dans notre Constitution. Autrement, il n'y a aucune possibilité de le faire parce que en le faisant en l'état, on risque de violer le principe de l'article 26 en créant une discrimination négative vis-à-vis des hommes. N'oublions pas que le socle sur lequel repose notre République, c'est fraternité, justice, travail. Est-ce que nous pouvons respecter notre promesse républicaine de fraternité et de justice et de travail si nous ne faisons pas attention à ces deux éléments-là? Voilà pourquoi est-ce que, de manière consensuelle, nous avons pensé qu'il faille apporter des modifications à la Constitution pour permettre d'aller vers le progrès. Vous savez, il est de la responsabilité, certes, des dirigeants que nous nous donnons librement, notamment du chef de l'État, de rendre compte de l'État de la nation, mais il est de notre devoir à nous tous de contribuer au mieux-être de notre nation. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, ce jeudi 31 octobre, au cours d'une sortie médiatique, se réjouit du vote de la loi d'amnistie qui va permettre à leurs militants de recouvrer leur liberté. Ce parti politique, dont le président d'honneur est l'ancien président Thomas Boniaï, se félicite d'avoir participé activement au dialogue politique du 10 au 12 octobre dernier à Cotonou. Par ailleurs, ils affirment n'être pas partisans du projet de révision constitutionnelle en cours à l'Assemblée nationale. Pour plus de détails, je vous invite à suivre un extrait des propos de Théophile Yarou et de Paul Rompé à l'occasion de la dite sortie médiatique qui s'est tenue cet après-midi au siège du parti politique. Il fallait être là. C'est notre présence qui a fait que nous avons obtenu un point spécial sur les mesures d'apaisement. Et donc, il y a des mesures qui effectivement méritent d'être prises. Les différents points à corriger dans les lois querellées, je crois que c'est un processus. Ils viennent de commencer, les prisonniers seront libérés et c'est déjà très important. Mais il faut reconnaître que nous avons dénoncé le rallongement qui se ressent et qui est la volonté expresse de réviser la Constitution. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'on libère les prisonniers, qu'on permette aux exilés de rentrer
C'est autant de choses que nous sommes allés dire. Il ne fallait pas rester loin, nous enfermer dans les 4 murs d'un bureau ou d'un hôtel pour crier entre nous sans pouvoir transmettre à qui de droit les préoccupations de l'opposition. Donc, ça a commencé par porter son fruit et il est nécessaire de le souligner et nous pensons que les honorables députés ont intérêt à arrêter l'élément gênant et que le peuple béninois ne voudra jamais accepter. Notre participation à ce dialogue n'a pas été un échec, puisque les prisonniers seront libérés. Puisque le mois de novembre, là, dans lequel nous rentrons aujourd'hui, c'est un mois de libération. Des exilés vont revenir. Des détenus politiques seront libérés. Le président Boni Yahi reviendra au pays grâce à cette participation. Le hic, et c'est pour ça que nous reprenons encore le combat, le hic, c'est la révision annoncée par l'Assemblée nationale. Contre toute attente, une décision unilatérale. Voilà ce que je voulais dire et dire tout simplement que notre pays a besoin de la paix pour son développement. Nous avons voulu donner une chance au gouvernement pour ramener la paix dans notre pays. Si ils veulent bien saisir cette chance, alors nous leur suggérons franchement d'éviter de prendre des décisions unilatérales lorsque eux-mêmes ils ont convoqué un dialogue qui a abouti à des conclusions ou en tout cas à des consensus. Sport à présent, dans cette édition, Esae Football Club prend une sérieuse option sur sa qualification pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020. Les universitaires ont battu hier au stade Lat Dior de Thiès les académiciens de Génération Foot sur leurs installations. Le but de Maxime Cocon à la 78e minute donne espoir aux Béninois qui ont besoin d'une confirmation à Cotonou pour ouvrir les portes des poules des compétitions africaines de clubs au Bénin et ainsi prendre la revanche des sélections A et locales des écureuils éliminés à la CAN et à l'UEFOA par les Sénégalais. À la fin de cette confrontation, l'entraîneur béninois Richard Biot n'a pas caché sa joie et sa satisfaction. Il est au micro de notre envoyé spécial, Larios Adiagbeno. Oui, on peut dire mission accomplie, mais il faut reconnaître qu'on a encore 90 minutes encore à faire à Cotonou. Et puis, face à une équipe comme celle de Génération Foot, quand vous venez prendre une victoire là, il faut dire que c'est mission accomplie. Parce qu'en face, on avait un adversaire de taille. Oui, c'est des consignes que je donnais à mes joueurs. Vous savez, on était face à un adversaire qu'on n'a jamais connu. C'était la première fois qu'on découvrait l'adversaire. Et puis, on a toujours parlé de Génération Foot. Et puis sur l'échiquier africain, quand on nous dit qu'on a en face l'équipe championne du Sénégal, ça veut dire que ça joue. Donc il fallait mettre en place la stratégie qu'il faut pour contrer l'adversaire. Surtout que c'est la première fois que nous jouons face à cette équipe. Donc il fallait ne pas laisser libérer trop d'espace. C'est ce que vous avez constaté en seconde partie. C'est pourquoi vous dites que vous avez eu une autre équipe en seconde partie. Voilà. Oui, une chose est claire, on était qualifié depuis le 28, mais on s'apprêtait pour rencontrer une des deux équipes. Parce qu'on se disait que ce soit Génération Foot ou Zamalek du Caire, on avait une grosse équipe à rencontrer. Alors donc on s'apprêtait en conséquence, parce qu'on se disait que ce soit les Égyptiens ou les Sénégalais, on aurait en face une grande équipe.
Dans le camp sénégalais, c'est la consternation. L'entraîneur Djibi Fall dit qu'il n'a pas reconnu son équipe tout au long des 90 minutes. Il est au micro de notre reporter sportif, Larios Adiagbenon. Déception par rapport, non seulement par rapport au contenu du match, mais aussi par rapport aux résultats. Maintenant, si on fait l'analyse du contenu, moi je pense que notre dernier match a laissé des traces parce qu'aujourd'hui on n'a pas reconnu notre équipe, on manquait un peu de jus. Parce que nous avons joué sur le rythme de l'adversaire, on n'a pas été capable vraiment de produire notre football malgré qu'on a eu des occasions qu'on s'est procurées. Je pense que si on fait l'analyse, je pense que le résultat est décevant. Des regrets parce qu'on n'a pas vu cette équipe de génération foot capable de mettre de la vitesse, capable de percuter, de passer par les côtés, raison pour laquelle on est déçu. Je pense qu'on manque de jus, l'équipe a manqué de jus parce qu'on n'a pas su vraiment élever le rythme. On a été sur le rythme de l'adversaire, le rythme a été moyen, le rythme de jeu, il n'y a pas eu de vitesse, raison pour laquelle vraiment on était en difficulté. Le capitaine Djibril Taylor de Génération Foot exprime ses regrets au terme de cette manche aller. Il est aussi au micro de Larios Adiagbenon. Oui, ma réaction c'est beaucoup de regrets parce qu'à chaque match on a beaucoup d'occasions mais on n'arrive pas à les marquer. Et je pense qu'on manque juste un peu de réalisme et de concentration. Maintenant voilà, on a perdu le match mais c'est pas encore fini, ça reste le match de retour. Maintenant, nous allons essayer de le proposer et d'aller chercher la qualification. Oui, comme le coach l'a dit, dans l'équipe, il y a certains joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de bien se reposer. Parce que c'est vraiment court avec le voyage et avec le match qu'on a joué contre les Zamalek. Maintenant, voilà, on a perdu le match, mais maintenant, on va surtout se concentrer sur la récupération et j'espère que ça ira. Les universitaires sont revenus au Bercail cet après-midi. Le cap est déjà mis sur le match retour. Chers amis internautes, c'est sur cette note sportive que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé de ce soir sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonne soirée à toutes et à tous.